En quoi l'étude HPTN 052 présentait-elle le traitement du VIH comme un moyen de prévention? Cette étude-là, en fait, elle consistait à prendre des gens infectés par le VIH, mais qui ne rencontrent pas encore les critères pour l'initiation du traitement, OK, et qui étaient en couple stable avec un autre partenaire qui, lui, n'était pas infecté par le VIH, OK, et de randomiser, OK, donc d'allouer au hasard, de commencer le traitement immédiatement chez ces gens-là, ou de le différer jusqu'à temps qu'ils rencontrent les critères standards habituels qui sont utilisés aujourd'hui pour le démarrage du traitement. OK, donc, c'était ça l'étude. Elle a été réalisée dans 13 sites dans 9 pays. Les sites et les pays en question étaient en Asie, en Afrique, et il y avait aussi les États-Unis. Grande trouvaille de cette étude-là, évidemment, est que le traitement précoce a prévenu 96 de la transmission. Donc, une efficacité de 96 dans ce contexte-là. OK? Autre conclusion importante, parce que en général, on se posait toujours la question, oui, mais est-ce que c'est de bénéfice pour le patient de commencer tôt? OK? Parce qu'on se disait, bon, la personne va peut-être elle va peut-être épuiser les différents médicaments, vont devenir résistants, puis à long terme, ça va être moins bon pour la personne. En tout cas, dans le contexte de cette étude-là, ce qui a pu être observé, c'est le contraire, c'est qu'il y a eu des bénéfices pour les participants, et de fait, il y a eu 42 moins d'événements cliniques, là, soit la survenue du sida en tant que tel, soit le décès, soit la tombée rapide des CD4. La principale limite de cette étude-là, ça a été sa durée. OK? L'étude n'a duré qu'un an et demi. Elle était planifiée pour 5 ans. OK? Elle n'a duré qu'un an et demi parce que, au plan éthique, il était impossible de la continuer étant donné les résultats extrêmement probants. Parce qu'avec une efficacité de 96 OK, c'est comme si tu privais les autres qui ont été randomisés à ne pas avoir le traitement précoce. En fait, tu nuisais à leurs partenaires. Tu avais un outil là, que tu savais qui marchait. L'étude HPTN 052 change-t-elle véritablement la donne au Québec? L'importance de ça est énorme. Premièrement, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il faut absolument que les politiques soient changées et qu'au moins dans le contexte de couple sérodiscordant, le traitement du VIH soit immédiat dès qu'on le découvre. OK? Ça, c'est vraiment une chose majeure. L'autre chose majeure aussi et concerne la recherche, c'est maintenant dans toute intervention qui implique des couples sérodiscordants, jamais on ne pourra retarder le traitement de la personne séropositive. Ce serait complètement inacceptable éthiquement. L'autre chose aussi que ça ouvre comme porte de façon majeure, c'est que si on arrivait à traiter tout le monde qui sont infectés par le VIH, bien, ça pourrait contribuer de façon majeure à la prévention et éventuellement au contrôle de l'épidémie de VIH partout dans le monde. Donc, on se ramasse tout d'un coup avec, alors que jusqu'à il y a 2 ans, nos seuls outils de prévention étaient de promouvoir le sécurisex. Là, d'une part, le sécurisex demeure important, mais on sait que c'est difficile à vendre à tout le monde. On peut se permettre d'insister pour le vendre aux gens qui sont vraiment parmi les plus vulnérables au VIH, par exemple les travailleuses du sexe, par exemple dans nos pays, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. OK? Mais on a des outils maintenant qu'on peut appeler plus technologiques, OK? C'est-à-dire des produits, des médicaments qui peuvent nous aider à atteindre un bon niveau de prévention. Et ceci, OK, quand on regarde ça, c'est que maintenant on parle de prévention, de combinaison de prévention, comme on parlait de combination thérapie quand on parle des trithérapies et tout pour le VIH. Donc, un peu avec la combinaison de tous les outils qu'on a, même si on n'a pas encore de vaccin, beaucoup de chercheurs pensent que si on a les ressources suffisantes au plan mondial pour appliquer de façon sensée et structurée toutes ces interventions-là qu'on a maintenant en main,
on pourrait éradiquer le sida de la face de la Terre d'ici quelques décennies. L'étude HPTN 052 devrait-elle nous pousser à modifier nos politiques et nos pratiques? Là où est la chose importante, c'est que si effectivement on veut utiliser le traitement pour la prévention, il faut être capable de dépister les gens. Okay? C'est là qui est peut-être le plus grand défi dans les pays développés, comme nous autres, okay? Ou aux États-Unis. On sait, d'après les données qu'on a, qu'il y a probablement à peu près 20 des personnes séropositives qui ne connaissent pas leur statut. Okay? Donc, l'importance probablement est de relancer les stratégies, surtout ciblées vers les groupes à plus haut risque, parce qu'on trouve quand même plus que 90 des cas chez ces personnes-là, pour promouvoir le dépistage. Ce qui fait que je pense que les plus grands défis, c'est dans l'opérationnalisation de ces recommandations-là. Comment qu'on va y arriver de mettre ça en pratique? C'est encore plus compliqué dans les pays à épidémie généralisée. ONU-SIDA estime à l'heure actuelle que pour pouvoir effectivement implanter de façon efficace ces stratégies-là aujourd'hui, ça prendrait à l'échelle planétaire un budget annuel de 22 milliards. OK? Bon, ça a l'air gros, mais le budget actuel à l'échelle planétaire de la lutte contre le sida est déjà de l'ordre de 15 milliards. OK? Donc, ce n'est pas de partir de zéro, c'est de trouver le moyen d'augmenter d'à peu près 50 ce qui se fait là. Et par contre, quand on regarde des projections aussi, c'est qu'à long terme, ça va sauver de l'argent. OK? À long terme, ça va sauver de l'argent parce qu'avec le 15 milliards à l'heure actuelle, ça va être 15 milliards pendant longtemps. Si on monte à 22 milliards, ça va être 22 milliards pendant 10 ans et rapidement, après, on va pouvoir diminuer les coûts. Le combat contre l'infection au VIH s'inscrit globalement dans la lutte aux ITSS. Il est évident que, à l'heure actuelle, on est pris avec une épidémie des autres infections transmises sexuellement. Et en grande partie, tout au moins pour nos pays à nous, ces épidémies, cette resurgence des infections transmises sexuellement est partiellement liée à la banalisation du sida. Je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on est peut-être en train de gagner la guerre contre le sida, il faut peut-être repenser nos stratégies envers les autres infections transmises sexuellement, parce que le bout de temps où le sida était vraiment perçu comme la grosse affaire, on les a oubliés pas mal, les autres infections, en se disant, si on prévient le sida par le sexe sécuritaire, on va aussi prévenir ça. Il ne faut pas qu'on mette tous nos œufs dans le même panier, il faut qu'on utilise des stratégies diverses pour finalement gagner la lutte contre le sida, mais aussi développer des stratégies spécifiques et renforcer celles qu'on connaît déjà qui peuvent marcher pour la lutte contre les autres infections transmises sexuellement.